Je m'appelle Dolère Clara, je suis professeure certifiée d'espagnol à l'Université des Antilles sur le pôle Martinique. Je vais vous dire aussi le titre de ma thèse, donc Entre hispanité et caribéanité, les enjeux identitaires du roman historique. Et c'est une thèse que j'ai soutenue sous la direction du professeur Cécile Bertin-Elisabeth le 29 novembre 2018. Et cette thèse, alors, c'est l'aboutissement d'un parcours, tout ce qu'il y a de traditionnel, avec une licence, un master, ou est-ce que vous avez fait des choses avant et que c'est un peu par hasard que vous êtes venu à l'hispanisme? Alors effectivement, j'ai préparé une licence, un master, j'ai réussi à mon concours d'enseignement, le CAPES. Et c'est bien après que je me suis inscrite en thèse. Entre-temps, je suis partie en Espagne en fait pour m'installer en Espagne. Et quand je suis revenue, j'ai pu occuper un poste d'ATER, d'abord à l'IUT et ensuite de BRCE. Et donc, pendant toutes ces années à l'université, j'ai découvert le monde de la recherche, en fait. Mais c'est un peu par hasard, effectivement, que je me suis inscrite en thèse. Ce n'était pas du tout un projet que je chérissais dès le départ. Et quand je suis arrivée en Espagne, en fait, voilà, je me suis intéressée de plus près au monde de la littérature et que j'ai décidé d'écrire cette thèse. Voilà. Alors justement, la question suivante, c'est quel a été l'élément déclencheur qui vous a poussé précisément sur ce sujet de thèse? En fait, c'est un roman historique, La cathédrale del Mar, de Ildefonso Falcones, qui m'a été offert par un ami à la fin d'un séjour en Espagne. C'est un best-seller qui a été traduit en plus de 15 langues, qui a eu un succès terrible en Catalogne et à l'étranger. Et puis, ça m'a amusé et surpris de voir à quel point les Espagnols qui n'étaient pas catalans, catalanistes, ont critiqué cette fiction. Pour moi, ce n'était qu'une fiction. Donc, j'avais du mal à comprendre. J'étais surprise de voir comment la littérature, enfin, un texte littéraire, pouvait susciter autant de ressentiments au sein d'une nation. Donc, je me suis intéressée à ce roman et puis j'ai décidé de fonder une étude sur ce roman. Et ensuite, j'ai continué, j'ai enrichi mon corpus avec d'autres œuvres. Une œuvre de Santiago Posteguillo, qui est très populaire en Espagne en ce moment. Et j'ai rapproché donc ces deux œuvres espagnoles de trois œuvres caribéennes pour voir si effectivement le roman historique avait ce même appel, ce même succès, aussi bien dans la Caraïbe qu'en Espagne, que dans la péninsule ibérique. Et si la fiction pouvait, dans les deux espaces, impacter le présent et la représentation des espaces, aussi bien dans la Caraïbe qu'en Espagne. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles étaient les trois œuvres caribéennes sur lesquelles vous avez travaillé? Oui, alors les trois œuvres. Alors, j'ai choisi la Martinique et Cuba pour commencer. Donc, deux œuvres issues d'un espace franco-créolophone, je les définirai. Donc, le premier auteur, c'est Patrice Chamoiseau, L'esclave vieil homme et le molosse. Le deuxième ouvrage martiniquais est de Fabienne Canor. Il s'intitule Humus. Et après, pour l'œuvre cubaine, j'ai choisi Erijes de Leonardo Padura. Et alors, en quelques phrases, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez voulu démontrer dans cette thèse? C'est-à-dire, quelle est votre thèse sur le questionnement que vous avez posé dans votre problématique, c'est-à-dire l'interrogation entre fiction, histoire. Donc vous, qu'avez-vous voulu démontrer à partir de ce questionnement? Alors, premièrement, j'ai voulu démontrer que le genre littéraire existait, parce que la plupart certains auteurs, en tout cas de romans historiques, certainement par peur d'être classés dans la paralittérature, niaient l'existence du genre littéraire. Et moi, j'ai voulu travailler vraiment sur la définition du roman historique.
D'accord? Donc, prouver son existence et puis chercher à le définir. Donc, qu'est-ce qu'un roman historique? Quel type de roman historique existe-t-il? Alors, le roman historique en tant que genre, et puis les sous-genres, on va dire, qu'il existe dans le roman historique. Alors, ça, c'était le premier point. Deuxième point, j'ai voulu travailler sur, comme je vous disais, les interactions entre la fiction et la réalité. Donc, voir comment la fiction peut, le vrai, le faux, hein, quand ils se mélangent dans le texte littéraire, comment est-ce que la fiction peut construire du réel? C'est-à-dire comment la fiction peut construire, comment dire, une représentation d'un espace. Donc là, on touchait à la thématique de l'identité. Donc, comment est-ce qu'on exprime des expressions identitaires? Voilà, des expressions identitaires à travers le texte littéraire, notamment la réécriture de l'histoire. Dans quelle intention ces écrivains décident de réécrire telle période de l'histoire, de s'intéresser à tel personnage historique? Voilà. Et puis, ce qui m'intéressait aussi, c'était de voir s'il existait un seul type de roman historique. Est-ce qu'on réécrit l'histoire de la même façon selon ses origines? Par exemple, l'Espagne est considérée comme un pays à tradition écrite, où c'est beaucoup plus facile d'accéder aux archives, par exemple, en allant dans les musées, les bibliothèques, etc. Alors que les pays de la Caraïbe sont connus pour être des pays à tradition orale. Alors, sur quelles archives peut-on se fonder? Quelles archives peut-on exploiter quand on vient de la Caraïbe et qu'on hérite de cette histoire compliquée qu'est l'esclavage, où souvent on ne peut pas retracer ses origines, on a la perte de la trace. Et alors, ce métissage fort, comment est-ce qu'on fait pour écrire ou réécrire l'histoire quand les archives sont, entre guillemets, orales et pas écrites? Et alors, quelle est la réponse que vous avez apportée à cette question-là? Eh bien, je me suis rendu compte que le roman historique n'avait pas la même, comment je vais vous dire ça, histoire, on va dire, donc ne se définissait pas de la même façon en Espagne que dans la Caraïbe. Pourquoi? Parce que en Espagne, on a d'abord l'histoire, on va dire, comme socle du romancier, c'est-à-dire que le romancier doit absolument respecter les archives écrites qu'il retrouve par-ci ou par-là, parce que c'est très facile à vérifier, d'accord? Si il y a eu manipulation sur tel fait historique ou sur tel autre. D'ailleurs, on peut remonter à l'Antiquité, par exemple, hein, ou à la Rome antique, comme pour Santiago Posteguillo, très facilement parce qu'on a des archives écrites. Donc, l'histoire précède la littérature, on va dire. L'historien précède le romancier dans ces sociétés-là, les sociétés à tradition écrite. Alors que dans les sociétés à tradition orale, étant donné qu'il y a des enjeux politiques assez importants, une sorte de formatage orchestré par les teneurs de l'histoire officielle, c'est le contraire qui s'est passé. C'est le romancier, en fait, qui a précédé l'historien. Parce que les personnes qui ont cherché à réécrire l'histoire, en fait, n'ont pas toujours trouvé des archives écrites ou des éléments écrits. Donc, il a fallu collecter ces informations-là. Donc, comme c'est proposé de le faire Patrick Chamoiseau, en se déclarant guerrier de l'imaginaire. Donc, on récoltait, entre guillemets, des archives orales, ce que j'appelle des archives orales, pour écrire une histoire qui n'avait jamais été écrite, en fait. Et alors, Voilà. du coup, est-ce que la valeur du roman historique de Patrick Chamoiseau, par exemple, dans la mesure où elle précède le travail de l'historien, dans quelle mesure est-ce qu'elle a une autre valeur, alors je ne sais pas si c'est supérieur, en tout cas un peu différente, par rapport à un roman historique conventionnel? Moi, évidemment, quand je pense à roman historique, tout de suite me viennent à l'esprit les romans 93 de Victor Hugo, Chouan de Balzac. Je pense tout de suite aux gros monuments de la littérature française du 19e siècle.
et où on voit bien que ce sont des textes qui servent aussi. Alors, on estime qu'ils ont une part de véridicité qui est suffisamment forte pour avoir valeur de document historique aussi. Donc, dans quelle mesure est-ce qu'il se joue aussi ce processus de le roman devient un matériel historique en soi? Et voilà, donc là, c'est toute la question, parce que là, on touche à la première question de la forme. Qu'est-ce qu'un roman historique? Oui. Et Patrick Chamoiseau, justement, faisait partie de ces auteurs qui revendiquaient une liberté au moment de travailler, de fictionnaliser l'histoire, et pas forcément être classé, catalogué comme un auteur de roman historique. Parce que le roman historique, quand même, a des... bon, si on considère la définition de Walter Scott, bon, où il faut quand même un juste équilibre entre rigueur historique, et des rigueurs dit archives, hein, entre rigueur historique et qualité littéraire, donc divertissement, style d'écriture, la langue aussi, la qualité, tout ça. Le travail sur la langue, par exemple, c'est un pilier de revendication identitaire fort. Bon, là, par contre, que ça soit en Espagne que dans la Caraïbe. Mais c'est sûr que la question de la source, la question des archives pose problème au niveau de la définition. Est-ce qu'on peut considérer cet ouvrage comme un roman historique ou plutôt comme un conte philosophique, etc., etc. Donc, il a fallu que moi-même j'apporte ma vision du roman historique pour essayer de trouver une cohérence, on va dire, dans la réactualisation du concept d'un roman historique. Alors, de sorte qu'aujourd'hui, si vous devez en donner une définition simple de roman historique, qu'est-ce que vous dites à vos étudiants, par exemple? Un roman historique, c'est quoi? Alors, à mes étudiants, je leur dis qu'un roman historique, c'est un texte littéraire, bon, c'est un genre littéraire, qui intègre dans sa fiction aussi bien des éléments réels, des référents, donc des dates, des dictiques temporels, spatiaux, des noms de personnes qui ont vraiment existé, des personnages historiques, mais à la fois, il ne faudrait pas que ça se transforme en une sorte de banque de documentaire, ce que j'appellerais un roman historique archéologique. Pas du tout, il faut aussi préserver la fluidité de la fiction. Donc, un juste équilibre, c'est ça, hein, entre rigueur historique et qualité littéraire. Mais il ne faut pas que la fiction, empiète sur le réel. C'est-à-dire qu'on ne doit pas déformer le réel. Sans quoi on change, ça peut exister, hein. Effectivement, on peut travailler autour de l'histoire et puis changer la fin de l'histoire. Par exemple, quelqu'un qui travaille, je ne sais rien moi, sur la période esclavagiste, ou voilà, par exemple, sur la période esclavagisme, bon, ben, si il y a une bataille, une émeute qui a éclaté, et puis que les vaincus de l'histoire deviennent des vainqueurs dans la fiction, on n'est pas dans le roman historique. Alors là, vous mettriez quelle étiquette? Ce serait de la fiction historique? Là, c'est ce qu'ils appellent une uchronie. D'accord. C'est-à-dire qu'on change carrément la fin de l'histoire. On prend l'histoire, puis on la modifie, et puis on exploite son imagination. Une imagination complètement arbitraire et libre. Alors que là, il faut exploiter ce qu'on appelle l'imagination objective. Oui. C'est-à-dire que si on construit un personnage, je prends l'exemple de Napoléon, qui est un personnage très connu, d'accord, il faudra, en tant que romancier, exploiter la veine psychologique. Tout ce qui est intimité, tout ce qui tourne, je ne sais pas, autour du non connu ou du moins connu, on va dire. Toute la dimension humaine du personnage, qui n'a pas été mise en avant, qui a été écartée par les historiens, parce que les historiens s'intéressent aux faits historiques. Ils s'intéressent aux dates, ils s'intéressent aux faits, mais ils ne s'intéressent pas forcément à la cause. Donc,
en ce moment une thématique très actuelle. Hein. Vous savez, aux Antilles, en ce moment, on est en train de déboulonner, n'est-ce pas, des statues. Bon, donc la statue de Joséphine, par exemple, de Beauharnais, là, entre autres, Victor Schœlcher, etc. Bon, Joséphine de Beauharnais n'a pas une très bonne presse aux Antilles parce que bon, ben, elle aurait contribué au rétablissement de l'esclavage. Ça, c'est un fait historique. Peut-être que quelqu'un, un romancier qui s'intéresserait justement à l'histoire de la Martinique pourrait, pourquoi pas, investir ce fait historique et essayer d'imaginer de façon objective, pour essayer de comprendre pourquoi Joséphine de Beauharnais a cherché à rétablir l'esclavage. Vous voyez? Et à partir de ça, on pourrait faire un très beau roman historique, pourquoi pas. Eh bien, écoutez, à vos heures perdues, pensez-y à faire ce roman historique sur ce personnage. Et moi, j'ai toujours en tête, quand je travaille sur cette question difficile de roman historique, les propos de Ortega y Gasset qui disait le roman historique, c'est contre nature. Parce que nécessairement, on y perd du côté de la littérature et nécessairement, on raconte n'importe quoi sur l'histoire. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ce type de posture? En dehors du fait que ça invalide votre sujet de thèse, mais bon, qu'est-ce que vous en pensez de cette déclaration? Je trouve que c'est une déclaration qui s'aligne parfaitement sur toutes ces personnes qui écrivent des romans historiques, mais qui se défendent bien d'en écrire parce que justement, c'est un genre hybride. C'est un genre hybride. Donc, et on ne peut pas quantifier ou faire des doses de littérature et telle dose d'histoire. Donc, oui, il a raison, ce monsieur Ortega y Gasset. C'est un genre qui est impur, qui est hybride, mais en même temps qui reste tellement populaire. Hein. Et je pense qu'il est très intéressant et très important justement d'accorder une importance à l'évolution du genre, parce qu'il me semble qu'un roman historique à succès peut former ou façonner une mémoire collective, ou en tout cas influer sur une représentation de l'espace. Quelqu'un qui ne connaît pas, par exemple, je ne sais pas moi, Barcelone ou la Catalogne et qui lit la cathédrale del Mar, a une représentation orientée, j'ai envie de dire, par Ildefonso Falcones, l'auteur de Barcelone. Et je pense que c'est ce qui a contrarié ses compatriotes espagnols, par exemple. C'est un moyen, je trouve, beaucoup plus aisé de toucher les populations, la masse populaire, et de porter l'histoire, on va dire, à la hauteur du peuple qui peut-être ne s'intéresserait pas aussi facilement à des écrits aussi poussés qu'une thèse, par exemple, ou un manuel d'histoire. Par contre, le roman historique, comme pour moi, ça s'offre très facilement, beaucoup plus facilement à la population. Ça peut être un cadeau, par exemple, ou ça peut être aussi un roman mis au programme je sais pas, de l'histoire dans un collège ou dans un lycée. Et donc, ça peut être une façon très didactique d'apprendre, de découvrir l'histoire d'un pays ou d'un espace, en tout cas. Donc, il faut en conclure que le roman historique, c'est une forme de vulgarisation du savoir historique, alors. Vulgarisation du savoir historique, et je rajouterais aussi que si le roman historique se positionne dans la marge, je ne sais pas, d'une région qui se considère dominée, comme par exemple certaines îles de la Caraïbe ou la Catalogne, par exemple, en Espagne, ou de l'Espagne au sein de l'Europe. Il peut y avoir aussi des visées, ou une portée, en tout cas, politique, non négligeable, puisque, encore une fois, c'est un support de lecture très populaire, beaucoup plus populaire que les manuels d'histoire, par exemple. Donc, vous en retenez aussi la dimension militante, d'après ce que je comprends. Ah, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, pour en finir avec votre sujet, une petite curiosité personnelle, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi
votre choix s'est porté sur Paula et ce roman Edejes en particulier? Alors, pourquoi Padura? Alors, c'est la question de la constitution du corpus. Au départ, je voulais travailler sur Cuba et je cherchais justement quelqu'un qui aurait travaillé sur la réécriture de l'histoire. Donc, Carpentier était déjà fortement connu et Padura me semblait beaucoup plus actuel déjà que Carpentier. Et il m'a semblé que Héréchrès, rien que le titre, rappelait l'hybridité déjà du roman historique. Le roman historique en tant que genre hybride entre histoire et littérature. Et puis Héréchrès également, comme je travaille également sur les enjeux identitaires du roman historique, c'est pas seulement la forme, mais c'est aussi l'impact que la fiction a en fait sur la construction de l'identité. J'ai trouvé que ce roman-là apportait une vraie réflexion sur les identités hybrides, complexes et métissées que nous pouvons retrouver dans toute la région caribéenne. Voilà, donc il m'a semblé que Héréchrès avait sa place dans le corpus de mon projet doctoral. Alors, en dehors de votre directrice de thèse, est-ce qu'il y a des gens qui ont eu une importance dans votre parcours de thèse, qui vous ont aidé, qui vous ont guidé, conseillé, et dont vous avez envie de nous parler aujourd'hui? Oui, alors je remercie grandement Carlos Garcia Aguay, qui est un helléniste et qui travaille à l'Université Complutense de Madrid. Alors, il m'a été recommandé par Santiago Posteguillo. Santiago Posteguillo, c'est donc l'auteur d'un des romans historiques de mon corpus. Et Santiago Posteguillo me l'a présenté comme le pape du roman historique en Espagne. Il m'a dit que tu ne peux pas faire une thèse sur le roman historique en Espagne si tu n'as pas parlé à Carlos García Aguay. Effectivement, je suis grandement reconnaissante parce que en fait, tous ces entretiens semi-directifs que j'ai pu mener, que ce soit en Espagne ou en Martinique et ailleurs, m'ont éveillée en fait à la littérature, notamment au roman historique, et m'ont transmis cette passion, voilà, cette passion de la littérature. Enfin, je l'avais déjà, mais là, je crois que ça a été décuplé encore plus, quoi. Et donc, je remercie ce monsieur, Carlos Garcia Aguay, de sa générosité et puis de sa disponibilité, puis d'une simplicité remarquable, alors que c'est vraiment une très grande personnalité. Santiago Posteguillo également a été très généreux. Il m'a reçu pendant au moins 3 ou 4 heures pour répondre à mes questions. Je suis très reconnaissante aussi dans l'espace caribéen, tous les auteurs qui ont accepté de répondre à mes questions. Donc, je pense à Patrick Chamoiseau, je pense à Fabienne Canor, je pense à M. Daniel Barduri également, qui est un activiste militant de la culture franco-créolophone. Et puis, je remercie également Leonardo Padura, que j'ai pu approcher à Madrid. On a pu discuter. On n'a pas eu l'entretien que je voulais avoir, mais je ne désespère pas de pouvoir m'entretenir avec lui prochainement. Voilà. Bon, j'imagine que comme tout doctorant, vous avez rencontré des difficultés dans ce travail de thèse. Quelles sont celles que vous aimeriez évoquer avec nous? Alors, les difficultés, je ferai une confidence, ça a été très compliqué de passer à la rédaction, la phase de rédaction. Je crois que j'ai eu une espèce de panne de la page blanche, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est très, très difficile de pouvoir, je ne sais pas comment vous dire, coordonner dans ma tête, enfin, toutes les lectures que j'avais faites, et puis toutes les notes que j'avais prises par-ci, par-là, et puis il fallait synthétiser tout ça dans un texte cohérent. Et ça m'a pris du temps, voilà, à me lancer dans la rédaction. Donc ça a été mon premier, voilà.
mon premier. Ensuite, la deuxième difficulté, ça a été de traiter mon corpus parce qu'il était quand même assez mixte et hétéroclite dans la mesure où il y avait deux espaces représentés, deux espaces bien différents. Un continent, le continent européen et puis l'archipel caribéen et puis aussi plusieurs langues. Donc l'espagnol et le français et pareil l'espagnol d'Espagne n'est certainement pas le même que l'espagnol parlé à Cuba, puisqu'il y a une revendication identitaire et la revendication identitaire se fait aussi par la langue. Il y a une réinvention de la langue qui se fait. Donc, le français parlé, par exemple, par Patrick Chamoiseau est réinventé justement pour transmettre ou représenter l'imaginaire, ce que Édouard Glissant appelle l'imaginaire des langues, c'est-à-dire que chaque espace a son imaginaire. Et la langue doit pouvoir refléter ou reconstruire cet imaginaire-là. Donc, il y avait un travail sur la langue à faire également, passionnant, vraiment. Donc, je suis vraiment très contente d'avoir pu aller jusqu'au bout de cet exercice, même si ça a été difficile, vraiment à traiter, parce qu'il ne s'agissait pas d'un auteur, mais de plusieurs auteurs issus de plusieurs espaces différents qui ne parlaient pas la même langue. Donc, c'était ça aussi le nœud de mon travail. Et puis, le dernier point, mais je pense que tous les doctorants passent par là, à la fin, on a toutes sortes de problèmes techniques pour juste avant l'impression, parce que, je ne sais pas, la feuille de style, ça ne correspond pas, ou bien le sommaire fait des siennes. Enfin, bon, donc heureusement que j'ai pu compter vraiment sur le concours de mes collègues, vraiment pour m'aider, pour avoir une assistance technique. La hotline. À la fin du travail, quoi. Oui. C'était la hotline des collègues pour réussir à dompter la bête. Exactement. Et vraiment, je n'aurais pas pensé, mais parce que j'ai quand même écrit 700 pages. Donc, 700 pages qu'il a fallu dompter, comme vous dites, pour que ça soit imprimé comme on a décidé que ça devait être imprimé. Ça a l'air simple comme ça, mais ça ne l'est pas. Est-ce que vous avez... Donc, c'est une question, c'est la première fois que je la pose, mais quand vous me dites que vous avez une thèse de 700 pages, vous avez des annexes et le cas échéant, quel en était le contenu de ces annexes? alors, les annexes, c'était la transcription des entretiens semi-directifs. Donc, comme ça, j'ai mis à disposition du public. Je crois que ça a bien plu d'ailleurs aux membres du jury. Des questions et des réponses, des questions que j'ai posées et des réponses que j'ai reçues des différents auteurs. J'ai mis également des illustrations qui apparaissaient dans l'un des romans parce que comme je travaillais sur un corpus postmoderne et donc j'ai voulu montrer aussi l'importance du graphique dans la réécriture de l'histoire. D'accord. Alors, venons-en maintenant à la soutenance. Est-ce que vous pouvez nous dire qui étaient les professeurs qui composaient votre jury, s'il vous plaît? Oui, alors le professeur Cécile Bertin-Elisabeth, qui est ma directrice de thèse, le professeur Victorien Lavoux Zongbo, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, je pense que oui, qui présidait le jury et qui nous vient de l'Université de Perpignan. Le professeur Yolène Parisot, qui était rapporteur et qui nous vient de Créteil. Le professeur Charles Schill, qui vient de l'Université des Antilles, et Madame Fabienne Viala, qui nous vient de l'Université de Warwick, en Angleterre. Et alors, de manière générale, quel souvenir gardez-vous de votre soutenance? Alors, un très beau souvenir, vraiment, parce que c'était la fin déjà d'un très long travail. Et puis parce que j'étais bien entourée par mes étudiants, par mes collègues, et puis surtout par mes amis qui ont fait le déplacement de loin parfois, entourée aussi par mes amis. Et je ne pensais pas que
voilà, que j'aurais eu une telle assemblée avec moi ce jour-là. Donc, je garde un très beau souvenir. Ça a été une soutenance très longue. Alors, en moyenne, on dit que la soutenance de thèse, ça va durer 3 heures. Bon, ben là, ça a duré 5 heures. Et c'est parce qu'il y avait cours après. Hein, je crois qu'ils ont quand même dû interrompre. Et sinon, la petite anecdote, bon, c'est que Madame Fabienne Viala, qui nous venait de l'Angleterre, en fait, a eu un petit souci technique. Elle était en visioconférence. Et donc, bon, ben, il a fallu attendre 1 heure quand même qu'elle arrive à se connecter. Donc voilà, c'était un petit peu stressant parce qu'on avait ce souci technique-là et moi, je me demandais comment ça allait se passer. Est-ce que finalement la soutenance aurait lieu? Est-ce qu'elle ne serait pas reportée? Bon, c'était un peu stressant quand même, mais finalement, ça s'est bien terminé. Il n'y a pas eu de problème particulier en dehors de cela. Dans quelle mesure l'enseignante et la chercheuse que vous êtes aujourd'hui a été influencée, voire profondément façonnée par ce travail de thèse? Eh bien, je pense que la recherche m'a apporté encore plus de rigueur qu'avant, lors de la préparation de mes cours, par exemple, ou de rédaction d'articles. Là, j'ai vraiment appris à améliorer la qualité de la langue, parce que j'avais une directrice très exigeante à ce niveau-là. Et puis, quand on travaille sur des thématiques identitaires comme celle-là, on apprend à mieux se connaître soi. On apprend à mieux se connaître soi et je pense qu'on a une autre approche de l'autre. Donc, travailler en littérature sur l'écriture ou l'écriture de l'histoire, eh bien, ça m'a permis aussi de transmettre l'amour déjà de la littérature et puis d'inscrire en tout cas une approche interculturelle, on va dire, dans la présentation des œuvres que je propose au programme. Et ça, j'imagine que les questions romans historiques et le type de corpus que vous pouvez travailler, ça fonctionne bien avec les étudiants. Ah oui, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien et je pense qu'ils redécouvrent la littérature autrement. Parce que souvent, on a des problèmes avec les étudiants qui ne comprennent pas toujours ou qui s'ennuient peut-être, qui trouvent ça trop long, etc. Et là, je suis vraiment contente de voir que l'approche interculturelle, en tout cas, et puis, alors pas seulement l'approche interculturelle, mais également le roman historique, ça permet un peu de toucher à la civilisation. C'est pas de la littérature pure, hein, c'est aussi de l'histoire, c'est aussi de la civilisation. C'est apprendre à découvrir l'autre, se découvrir soi-même. Parfois, en fonction du roman que je choisis, je peux aussi intégrer l'histoire de l'art. Donc, c'est vraiment passionnant. C'est vraiment passionnant et j'ai de très bons résultats, très bons retours en tout cas de la part des étudiants. Alors, faites-vous partie de ces gens qui ont relu leur thèse? Et si c'est le cas, est-ce que ça a été agréable ou vous avez pris déjà de la distance par rapport à ce que vous avez écrit? Alors, je n'ai pas pu relire toute ma thèse. J'ai relu certaines parties pour pouvoir participer à des colloques, écrire des articles, mais je n'ai pas relu les 700 pages. Non, non. Bon, pas de projet d'édition, de publication en vue? Oui, j'aimerais bien la publier. J'aimerais bien la publier en France et puis aussi en Espagne. Voilà, donc j'attends de voir. Enfin, j'ai quelques colloques là en attente. Je vais traiter ces articles-là et puis me mettre au travail, je pense, dès septembre pour ce projet-là. Donc, oui. Il va y avoir une relecture prochaine. Bon, il va y avoir une relecture prochaine. J'espère que ce sera une relecture heureuse. J'espère, oui. J'espère que ça sera une relecture heureuse, oui. Vous me direz ça en aparté. Alors, oui. quel conseil est-ce que vous donneriez, ou peut-être que vous donnez déjà, à de jeunes doctorants? Alors, premièrement, pour éviter le blocage là, de la page blanche que j'ai eue là,
pense que c'est très bien de publier dès le départ. C'est-à-dire dès la première année ou deuxième année, même ouais, dès la première année, participer à des colloques. Participer à des colloques, ne pas attendre d'avoir terminé de rédiger sa thèse pour publier des articles, parce que ça aide vraiment énormément de cibler certains points et de faire une sorte de, avec un article, moi je considère que je fais une mini-thèse sur un point très particulier de l'étude. Et ça aide. Ça aide énormément, ça aide à ne pas avoir ce blocage que j'ai eu pour se lancer dans la rédaction. Et puis, ce qui m'a beaucoup aidé également, si je peux me permettre de conseiller, c'est de ne pas rester seul. Parce que l'isolement, ça peut être très décourageant. 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est long. Si on est seul avec son sujet, on peut se décourager et abandonner. Alors, si vous avez la possibilité de vous inscrire dans une association, comme moi j'ai pu le faire, au sein de la DJC, c'est le nom de l'association des jeunes chercheurs et des doctorants du pôle Martinique, de notre université, et ça a été vraiment bénéfique. Ne serait-ce que pour aller prendre un café, je veux dire, pas forcément parler thèse, mais nous on organisait des colloques annuellement. Chaque année, on avait une journée d'études. Mais en dehors de l'aspect recherche, psychologiquement, je pense que c'est important de ne pas se retrouver complètement seul face à son sujet. Bien sûr. C'est même particulier, je veux dire, d'écrire une thèse, quoi. Ça prend du temps. La vie sociale, elle devient inexistante. Je sais pas, on devient un petit peu des rats de bibliothèque. Donc, si en plus, je sais pas, on a du mal à tenir, pour ne pas tomber en dépression, voilà, moi je recommande de s'inscrire de se rassembler au sein d'une association. Et puis si elle n'existe pas, je pense que la fonder, ça serait très bien pour que les étudiants ne se sentent pas découragés par l'isolement. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous lire votre première phrase de la thèse et nous en faire un petit commentaire? La première phrase. Alors, je vais commencer par l'introduction générale. Oui. Donc, à la question « Qu'est-ce qu'un roman historique ?» Isabelle Durand-Leguerne répond qu'il est impossible de définir dans l'absolu ce genre à caractère hybride. Pourtant, il connaît depuis son émergence au XIXe siècle un franc succès auprès d'un lectorat avide de références historiques et de divertissement. L'émergence même en Europe du genre roman historique témoigne d'un tournant dans la littérature et d'un changement dans la perception de l'histoire, suite aux bouleversements politiques et aux conflits sociaux du XIXe siècle. Donc, une première phrase, c'est un petit peu bateau, hein, d'accord? En même temps, ça rejoint ce que vous nous avez dit tout à l'heure de la portée, enfin de l'importance que le roman historique avait pour vous en tant que genre populaire et militant. Là, on voit bien que vous affichez les couleurs dès le début. Tout à fait. Mais ce que j'ai trouvé encore plus intéressant, vraiment encore plus passionnant, je vous dis, ça vient après, c'est de pouvoir associer les subaltern studies, les postcolonial studies, je veux dire la notion de postmodernité. On n'est pas seulement dans la postmodernité, mais on est aussi, oui, effectivement, dans un militantisme. En tout cas, un climat de revendication où on essaie de réécrire l'histoire, mais depuis le bas, vous savez. C'est toute une génération comme ça d'auteurs qui non seulement considèrent ou font attention quand même à ce que dit l'historien, mais ils ont une façon de réécrire l'histoire. On ne va pas réécrire l'histoire juste pour dire ce qui a déjà été dit ou non. On va réécrire l'histoire pour dire ce qui n'a pas été dit. Et ce qui n'a pas été dit en partant du point de vue des vaincus, par exemple, ou des personnes ou des voix qui ont été écartées par l'histoire officielle. Voilà. Ça, c'est vraiment passionnant. J'en déduis que vos recherches actuelles, donc post-thèse, portent sur ces questions. Tout à fait, oui, oui. Alors, avant de finir cet entretien, est-ce que dans votre corpus, à part le Padura,
Est-ce que vous nous conseillez pour la fin de l'été là, d'en lire un et le cas échéant lequel? Alors là, à part Padura, hein, vous m'avez dit. Hein. Oui. Alors écoutez, là, je retourne à mes premiers amours, là, espagnols, pour Santiago Posteguillo et Ildefonso Falcones. Je sais qu'ils n'ont pas cessé d'écrire et qu'ils ont écrit encore des derniers romans, là. Et c'est ce que j'aimerais, enfin moi, je vous conseille de les lire, en tout cas, parce que ce sont des romanciers formidables qui réussissent quand même à motiver et à passionner la masse populaire en Espagne et à l'étranger. Alors moi qui ne lis pas suffisamment les Espagnols parce que je me concentre beaucoup sur les Latino-Américains, j'en prends bonne note. Oui, oui, mais vous ne regretterez pas. Santiago Posteguillo. Je note.